Salut tout le monde. Ce soir, nous marchons doucement dans les ruelles étroites d'une ville médiévale. Les pavés inégaux craquent sous vos pas, l'odeur d'un feu de tourbe flotte dans l'air, et les lanternes à huile projettent des ombres vacillantes contre les murs entorchis. Une brise fraîche, presque malicieuse, s'infiltre sous votre capeline. Votre robe, elle aussi, semble avoir sa propre volonté ce soir. Elle se soulève légèrement, pas grand-chose, un souffle. Mais ce souffle-là pourrait bien suffire à attirer un regard, un commentaire ou une dénonciation. Bienvenue dans un monde où votre choix de vêtements peut littéralement vous mener en prison. Vous ne portez pas un poignard. Vous ne hurlez pas des incantations. Vous avez juste mis cette jupe un peu trop fine ou cette broderie un peu trop voyante. Et pourtant, dans cette Europe du 14e siècle, cela suffit. Avant de vous mettre à l'aise, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. Jetez aussi un petit commentaire pour dire d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous. C'est toujours amusant de voir qui tente de dormir à 18 heures et qui résiste jusqu'à 2 heures du matin. Maintenant, tamisez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour un léger bourdonnement de fond et commençons ensemble l'aventure de ce soir. Vous traînez les pieds vers la place du marché, là où tout le monde se croise. En traversant l'espace encombré, vous croisez une marchande de laine qui vous jette un regard suspect. Ce n'est pas votre démarche, ni votre attitude. C'est cette bordure de dentelle, discrète mais présente, au bas de votre tunique. C'est suffisant. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces lois vestimentaires, les fameuses lois somptuaires, étaient réellement appliquées avec rigueur, ou si elles servaient davantage de menace sociale qu'on agitait comme un bâton invisible. Mais ce qu'on sait, c'est qu'elles existaient, noir sur blanc. Certaines allaient jusqu'à interdire à une femme de porter du tissu importé ou une coiffe plus chère que sa dot. Il faut dire que la société médiévale adorait mettre les gens dans des boîtes. Noblesse, clergé, bourgeoisie, paysans. Et chacun avait son code vestimentaire bien défini. Si vous étiez né au mauvais rang, mais que vous aviez l'audace de paraître élégante, malheur à vous. Vous brouillez les signes. Vous semez la confusion. Et ça, c'est très mal vu. Littéralement. Prenez cet exemple de Florence au XIVe siècle. On y interdisait à certaines femmes, celles dites de condition modeste, de porter des perles, des boutons dorés ou des étoffes à motifs brodés. Mais entre nous, imaginez la difficulté d'appliquer ça dans une ville animée où les mariages montent et descendent les échelles sociales aussi vite qu'un chat ne vole une sardine. Alors, on vous surveille. Pas forcément les gardes municipaux. Non. Ce sont souvent vos voisines, les commères, les confesseurs un peu trop zélés, voire même les enfants du quartier qui dénoncent. Vous souvenez-vous de votre ceinture à franges. Vous pensiez que personne ne la remarquerait sous votre cape. Détrompez-vous. Une petite fille aux nattes tressées vous a déjà repéré et elle connaît très bien les règles. Sa mère lui en parle chaque soir au coin du feu. Une femme bien ne s'habille pas comme une tentatrice. Et puis, il y a ce fichu vent. Il s'infiltre toujours quand il ne faut pas. Une rafale soulève votre manteau, juste assez pour laisser deviner une robe intérieure teinte à l'indigo. Une couleur réservée aux femmes mariées de la haute ville, paraît-il. Une hérésie textile. Vous vous retournez et un vieil homme vous fixe d'un œil plissé. Il n'a pas l'air méchant, mais il porte cette robe brune des notables municipaux, ceux qui prennent des notes dans les marges des registres. Une anecdote oubliée de l'histoire nous parle d'une certaine Isabeau, dans une bourgade normande, qui fut convoquée par le bailli local pour abus de couleur. Son châle trop éclatant avait été jugé inconvenant pour une veuve de boulanger. Elle écopa de 2 jours de réclusion dans une taverne fermée, avec interdiction de parler. Oui, la taverne en punition. Ironique. Mais on peut supposer que ce n'était pas la plus chaleureuse du coin.
vous avancez prudemment vers l'échoppe du potier. Vous n'osez plus marcher d'un pas vif. Votre robe, pourtant simple, vous semble soudain suspecte. Et si le tissu paraissait trop doux, trop soyeux, vous essayez de vous rappeler, cette tunique, vous l'avez échangée avec votre cousine venue de Bruges. Était-ce bien une bonne idée? Les lois changeaient d'une ville à l'autre, et même d'un quartier à l'autre. Une pièce d'argent de plus ou de moins dans la broderie pouvait changer votre destin, littéralement. Et bien sûr, les femmes étaient toujours davantage concernées. Parce que soyons honnêtes, les hommes aussi portaient des choses ridicules, mais c'était souvent vu comme de l'excentricité virile. Tandis que chez vous, tout est jugé par le prisme de la décence, de la chasteté, de la modestie. L'équilibre parfait entre sac de pommes de terre et princesse invisible. Et vous n'avez même pas encore mis de bijoux. Car n'oubliez pas, une simple boucle d'oreille pouvait tout faire basculer. On parlait parfois de signes tentateurs, des accessoires trop brillants, trop voyants ou simplement trop jolis. Vous auriez pu être arrêté pour avoir emprunté la broche de votre sœur aînée. La nuit tombe, vous sentez la fraîcheur s'accentuer. Une cape aurait été bienvenue, mais la vôtre, en laine rouge grenat, pourrait passer pour un luxe interdit. Alors vous serrez les bras contre vous et vous priez pour que personne ne remarque vos poignets, délicatement brodés. Une folie cousue il y a des mois. Vous n'imaginiez pas devoir la cacher. Et là, au détour d'une ruelle, vous entendez une voix. Pas criarde, calme, mais autoritaire. Et, vous, montrez-moi votre revers. Voilà, ça y est, quelqu'un a remarqué. On va examiner les coutures. Encore, vous levez lentement les mains en tentant de ne pas trembler. Ce n'est pas de la peur, pas vraiment. C'est ce soupir résigné qui monte en vous. Celui d'une femme qui sait que ce genre d'interrogatoire n'est ni rare ni évitable. Le garde, ou peut-être est-ce un greffier en promenade zélée, s'approche, l'air aussi ennuyé que vous. Il ne veut pas être là, manifestement. Mais les lois somptuaires ne se font pas respecter toutes seules. Il vous demande d'écarter légèrement votre mantelet. D'un geste aussi neutre que possible, vous révélez le bord de votre manche. Une simple couture, rien de doré, rien de provoquant. Pourtant, l'homme fronce les sourcils. « Tissu flamand » demande-t-il. Vous ne répondez pas tout de suite. Les historiens débattent encore de la subtilité avec laquelle les tissus étaient identifiés par les autorités, mais certains prétendent qu'on pouvait reconnaître une étoffe importée simplement par son tombé. Vous hochez la tête, comme pour dire « C'est possible, mais ce n'est pas à moi ». Voilà le cœur du problème. Les lois somptuaires. Ce mot bizarre, somptuaire, qui ne veut rien dire de dangereux à première vue. Et pourtant, dans l'Europe médiévale, c'était le code vestimentaire des classes sociales, érigé en loi. Littéralement. Il s'agissait de statuts municipaux ou royaux réglementant la consommation de certains biens, vêtements inclus, en fonction du rang social. Un fait historique peu connu, mais fascinant. En Angleterre, la loi de 1363 sous Édouard III interdisait aux paysans de porter des étoffes teintes ou des doublures en fourrure. Les femmes d'artisans n'avaient pas le droit de porter de la soie, même s'il leur arrivait d'en tisser pour les nobles. Ironique, non? Ces lois avaient des justifications officielles, éviter la décadence morale, préserver l'ordre social et, surtout, empêcher les non-nobles de ressembler aux nobles. L'apparence, c'était le pilier de la hiérarchie. Et les vêtements, eh bien, c'était votre blason quotidien. Et vous, là, debout au milieu de la rue, vous incarnez un dilemme pour l'autorité. Vous n'êtes pas pauvre, mais pas tout à fait noble. Vous êtes de trop bien mise pour être négligé, pas assez riche pour être au-dessus de tout soupçon. Vous êtes, hélas, suspectement élégante. Le garde vous relâche finalement. Cette fois. Mais il note quelque chose dans un carnet en cuir usé. Un nom. Une date. Peut-être une remarque comme « à surveiller, tendance à l'ornement ». Vous reprenez la marche, la cape bien serrée.
Vous traversez un quartier plus animé, bordé de maisons à colombages, et soudain, une scène attire votre attention. Une femme, jeune, se fait réprimander par deux matrones. Elle porte un voile translucide, pas tout à fait transparent, mais léger. Trop léger, manifestement. L'une des femmes pointe du doigt en secouant la tête. L'autre murmure quelque chose au passage d'un homme d'église. Vous détournez les yeux. Trop tard. Le prêtre approche, robe noire flottante, tonsure parfaitement circulaire, une coupe de cheveux si précise qu'on soupçonne un bol. Il s'arrête devant la jeune femme. « Ma fille », commence-t-il avec cette voix douce qui annonce une avalanche de reproches. Il lui parle de pudeur, de convenance, de respect pour son époux, qu'elle n'a peut-être même pas. L'autre femme, celle qui a dénoncé, semble satisfaite, comme si elle venait de rétablir l'ordre divin dans son quartier. Il faut le dire, ces lois n'étaient de pas appliquées de façon égale. Les historiens s'accordent à dire que les femmes étaient bien plus souvent ciblées que les hommes. Pourquoi? Parce que leur apparence était censée refléter la morale du foyer. Une épouse trop apprêtée, soupçon d'adultère, une veuve bien habillée, peut-être une courtisane, une fille en ruban. Attention, elle pourrait vouloir grimper l'échelle sociale. Ce n'est pas seulement une affaire de tissu, c'est une affaire d'intention perçue. Prenez les manches. Ah, les manches! Elles ont provoqué des débats enflammés dans les conseils municipaux. Trop longues, trop fendues, trop décorées. À Sienne, en Italie, les manches pendantes furent interdites à celles qui n'étaient pas d'ascendance noble. Et à Florence, les manches détachables furent accusées de favoriser l'impudence féminine. Comme si une manche pouvait être complice d'un crime de mœurs. Une anecdote illustre bien l'absurdité du tout. À Bruges, une femme fut arrêtée pour avoir porté un manteau à capuche doublé de renard blanc. Le renard n'était pas le problème. C'était le blanc, couleur de pureté. Jugée ironique, voire provocante, dans son cas, elle était connue pour fréquenter un certain tavernier. Aucun crime n'avait été commis, juste une mauvaise combinaison vestimentaire et une réputation bancale. Vous commencez à comprendre qu'au Moyen Âge, l'habit ne fait pas seulement le moine. Il fait l'innocente, la pécheresse, la femme de bien ou celle qu'on méprise en silence. Mais vous continuez d'avancer. Les sons de la ville s'assourdissent. Un joueur de vielle répète la même note encore et encore. Vous passez sous une arche de pierre, là où les ombres se pressent comme des commères à une fenêtre. Et vous vous demandez, suis-je vêtu pour être oublié ou pour être jugé? Car c'est là tout le paradoxe. Si vous respectez trop scrupuleusement les règles, on vous ignore ou on vous soupçonne de cacher quelque chose. Si vous vous en écartez, même légèrement, vous devenez visible. Et la visibilité est, au Moyen Âge, le plus dangereux des luxes pour une femme. Une rafale soulève un peu de poussière et un pan de votre jupe. Vous tirez dessus. Encore. Vous vous promettez de porter quelque chose de plus simple demain. Mais au fond, vous savez déjà que ça ne changera rien. Parce que ce n'est pas ce que vous portez qui dérange. C'est que vous le portiez avec assurance. Vous passez sous une enseigne grinçante, une vieille lanterne à l'huile jetant un éclat jaune sur les dalles humides. Les ruelles deviennent plus étroites, les pierres plus glissantes, et vous sentez que votre robe vous colle légèrement au mollet. Pas à cause de la sueur, ce serait vulgaire de dire ça, mais à cause de l'humidité ambiante, toujours prête à ruiner un ourlet soigneusement repassé. Et alors que vous vous frayez un chemin parmi les paniers de poissons et les cruches renversées, une pensée persistante vous revient. S'habiller n'est pas un geste anodin ici. C'est une stratégie quotidienne, un calcul permanent, presque une science occulte. Aujourd'hui, par exemple, vous avez mis 3 couches. D'abord une chemise longue, en lin un peu rêche, mais respirant, puis une robe de corps, simple, beige, sans ruban. Enfin, cette tunique un peu plus ajustée, avec son col en V, pas trop profond, mais assez pour provoquer un commentaire si vous croisez la mauvaise personne. C'est ça, l'équilibre fragile.
assez sobre pour éviter la réprimande, mais pas trop austère non plus, sinon on vous prendra pour une pénitente ou une guérisseuse marginale. Et on sait ce qui arrive à celle-là. Mais même en respectant ce savant empilement de tissus, vous êtes en faute, parce que cette robe vous va bien. Elle souligne la taille, elle flatte les hanches, elle vous rend humaine, trop humaine, dirait le curé. C'est ici qu'entre en scène le casse-tête quotidien de la femme médiévale. 2 tissus, 3 problèmes. Si vous optez pour le confort, vous risquez de paraître négligé. Si vous choisissez la grâce, vous devenez suspecte. Et si, par miracle, vous trouvez le juste milieu, vous attirez quand même l'œil du crieur public qui cherche une coupable pour l'exemple hebdomadaire. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces lois avaient été réellement pour but de réguler la morale ou simplement de maintenir l'ordre hiérarchique. Une chose est sûre, les femmes de la classe moyenne étaient particulièrement visées. Trop riches pour passer inaperçues, trop pauvres pour se défendre. Vous, par exemple, êtes la fille d'un tanneur, ce qui vous place exactement à ce niveau dangereux, visible mais non protégé. Vous vous souvenez de ce jour de foire, il y a 2 mois. Vous aviez mis ce surcot à manches fendues, un peu vieux, mais bien ajusté. Une marchande vous a interpellé d'un ton narquois. On se prend pour une dame de cour? Vous aviez rougi jusqu'aux oreilles, comme si elle venait de soulever votre jupon. Et le pire, c'est que ce vêtement appartenait à votre tante défunte. Ce n'était même pas le vôtre. Là réside l'ironie cruelle du Moyen Âge. Vous pouviez être arrêté pour avoir porté un habit transmis par votre propre famille si celui-ci dépassait votre rang actuel. La mémoire des tissus, elle, n'était pas prise en compte par la justice. Une anecdote venue d'Allemagne nous raconte le cas d'une certaine Martha, fille de forgeron, arrêtée pour port illégal de soie. La soie, pourtant, elle ne l'avait même pas choisie. C'était la doublure de son manteau, récupérée d'un vieil héritage. L'officier municipal n'a rien voulu entendre. Verdict, 3 jours à laver les dalles de la cathédrale en public, en silence, sans gants, avec un tablier gris informe en guise d'humiliation textile. Et on ne parle même pas des accessoires. Ah, les ceintures. Ces maudites ceintures. Trop larges, elles signalent l'opulence. Trop fines, la légèreté. Trop brodées, la provocation. Et si vous n'en portez pas du tout, inconvenance manifeste. Car même votre taille doit être contenue, disciplinée, encadrée. La ceinture, c'est la police du ventre. Ce matin encore, vous avez hésité pendant 15 bonnes minutes entre 2 rubans pour votre chevelure. Le bleu ciel semblait plus joyeux, mais peut-être trop voyant. Le brun terre rappelait la modestie, mais vous donnait un air malade. Vous avez fini par ne rien mettre. Et toute la journée, vous vous êtes demandé si votre coiffure, lâche, n'envoyait pas le mauvais message. Et c'est là le nœud du problème. Vous n'êtes jamais simplement habillé. Vous êtes toujours habillé pour quelque chose, pour éviter les soupçons, pour amadouer la vendeuse, pour ne pas attirer l'attention du chapelain, pour séduire un peu, mais pas trop, pour survivre socialement. Et c'est usant. La ville se resserre autour de vous. Les ruelles se penchent, les murs se rapprochent, les portes se ferment. Il est tard, et pourtant vous devez encore marcher jusqu'à la maison de votre tante, où vous dormirez ce soir. Votre pas s'accélère un peu, vos mains crispées autour de votre manteau. Et puis, un froissement, derrière vous. Vous vous retournez d'un geste sec. Rien, ou presque rien. Un chat, peut-être, ou un enfant. Mais dans votre tête, une inquiétude monte. Et si quelqu'un vous suivait pour noter vos vêtements? Un clerc, un domestique du prévôt, un de ces observateurs silencieux que les villes emploient pour traquer les infractions discrètes. On raconte, et c'est peut-être une légende, peut-être pas, qu'à Dijon, une femme fut poursuivie pendant plusieurs jours par un homme payé par la municipalité pour dresser une liste de ses habits jugés trop nobles. Il la suivait discrètement, notait ses tenues, ses broderies,
les couleurs portées selon les jours, et au bout de la semaine, elle fut convoquée par le maire. Verdict, confiscation de ses étoffes et bannissement temporaire du marché. Vous serrez un peu plus votre châle. La laine gratte. Vous l'avez choisie pour sa rusticité, pensant qu'elle vous protégerait. Mais même elle pourrait un jour être suspecte si portée avec trop de grâce. Vous arrivez enfin devant la petite porte en bois de la maison de votre tante. Une chandelle vacille derrière les volets. Vous frappez 2 fois. Elle ouvre, elle vous scrute un instant, en silence. Puis elle dit doucement « Tu as mis cette tunique? Je t'avais dit que les voisins parlent. » Bien sûr qu'ils parlent. Ils parlent toujours. Vous entrez dans la petite maison. L'odeur familière de suie froide et de soupe de navet vous enveloppe comme une couverture un peu humide, mais réconfortante. Votre tante referme la porte sans un mot de plus, mais ses yeux ont déjà dit ce qu'il fallait dire. Elle n'est pas méchante, votre tante. Elle est juste habituée. Habituée à faire profil bas, à marcher en silence, à porter des robes ternes, à ignorer les tissus jolis mais suspects. Vous retirez votre manteau, et là encore, elle jette un regard furtif à la bordure de votre robe. À peine brodée, juste un fil d'un bleu un peu trop vif. Vous n'en parlez pas. Vous savez toutes les deux que dans cette maison, on évite les couleurs qui attirent l'œil et les commentaires des voisines. Et c'est justement là que réside une des forces les plus oppressantes de votre époque, le regard des autres femmes. Car si la loi est écrite par des hommes, elle est souvent appliquée, maintenue et renforcée dans les ruelles par d'autres femmes, vos semblables, vos juges. Vous mangez un peu, 3 bouchées de pain sec, une louche de ragoût tiède. Puis vous vous installez près de l'âtre, sur un tabouret bancal. Et à travers la fenêtre, vous entendez déjà les voix familières. La voisine du dessus, celle avec le chat jaune et la voix pointue. Elle parle à une autre. Pas assez fort pour être clair, mais trop pour être ignoré. Des chuchotements sur la jeune nièce de la tante Margeline, sur sa robe ce matin, sur ce qu'elle croit être, celle-là. La sororité n'est pas une évidence ici. Pas quand chaque femme se bat pour rester dans les bonnes grâces du quartier, pour éviter les commérages, pour ne pas attirer l'attention du confesseur. Alors les critiques deviennent des armes de survie, et les regards, des flèches silencieuses. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces mécanismes sociaux étaient volontairement entretenus par les autorités ou s'ils se sont développés naturellement. Mais beaucoup s'accordent à dire que dans les villes du bas Moyen-Âge, le contrôle moral des femmes passait autant par les institutions que par les dynamiques féminines internes. Une sorte de surveillance latérale constante. Prenez les guildes féminines, par exemple. Dans certaines villes, les femmes pouvaient appartenir à des corporations de couturières, de fileuses, voire de marchandes. Et ces structures donnaient parfois lieu à des rivalités mesquines sur la présentation. Qui portait quoi? Qui osait une dentelle en trop? Qui avait acheté du tissu étranger en douce? Les remarques fusaient comme des épingles mal rangées. Un récit flamand nous parle de 2 sœurs d'une même confrérie de dentelières qui cessèrent de se parler pendant 5 ans parce que l'une avait cousu une bordure de soie sur un tablier en lin, un affront textile jugé inacceptable pour leur rang. Mais le pire, ce sont les regards silencieux, ceux que vous croisez au marché en pesant une botte de poireaux, ceux des veuves installées près du four à pain, leurs mains pleines de farine et leurs yeux de jugement. Pas un mot, juste un froncement de sourcils, une moue, un silence appuyé. Et puis, il y a les vieilles femmes de l'Église, ces gardiennes invisibles de la bienséance, celles qui vous observent discrètement depuis les bancs du fond, celles qui viennent tôt aux offices, pas pour prier, mais pour surveiller, celles qui peuvent murmurer à l'oreille du prieur « Vous avez vu la jeune femme, celle avec le col carré? Un col carré? Oui, c'est tout ce qu'il faut. Vous vous rappelez de ce dimanche, n'est-ce pas? Vous étiez entré à l'église avec cette robe d'hiver, chaude, pratique, mais dotée d'un petit détail embêtant, un liseré doré au niveau du cou. Pas un fil d'or.
juste un tissu un peu chatoyant, hérité de votre grand-mère. 1 heure plus tard, le sermon semblait vous viser directement. Le prêtre parlait de l'orgueil, de la vanité, de ces jeunes femmes qui veulent se faire remarquer. Il n'a jamais dit votre nom, il n'en avait pas besoin. Une anecdote venue de Prague raconte comment une femme fut exclue de sa paroisse pour avoir porté un voile en mousseline transparente. Non pas parce qu'il montrait quelque chose, mais parce qu'il suggérait l'idée de frivolité. Vous imaginez? Être banni pour suggestion textile. Et dans le cœur de toutes ces remarques, de tous ces regards, la peur. Pas la vôtre, non, la leur. Peur que leur fille vous imite. Peur que leur époux vous regarde. Peur que leur propre respectabilité soit fragilisée par votre audace, même si elle est involontaire. Votre tante soupire, s'assied près de vous. Elle vous tend une pelote de fil. « T'occupe pas d'elle », dit-elle. Mais elle baisse les yeux en le disant, parce qu'elle-même surveille, parce qu'elle aussi a dû apprendre à marcher droit, à s'habiller gris, à sourire juste ce qu'il faut. Vous attrapez le fil. Vous commencez à repriser un bas. Vos doigts vont mécaniquement, tandis que votre esprit divague. Vous repensez à cette robe verte, bien cachée sous le lit. Vous l'aimez, cette robe, mais vous ne la mettez plus. Elle est trop belle. Et c'est là que vous comprenez. Au Moyen Âge, une femme pouvait être arrêtée pour avoir osé exister visiblement, pour avoir été une image mouvante, un peu trop colorée, dans une société qui préfère les ombres silencieuses. Vous vous redressez. Vous reposez le bas reprisé sur vos genoux. Il est tard. Le feu crépite faiblement. Dehors, la pluie commence. Et vous vous demandez si demain, vous oseriez, juste un peu, porter la robe verte. Le lendemain, bien sûr, vous n'avez pas mis la robe verte. Pas parce que vous avez changé d'avis, mais parce que le ciel est bas, gris, et que les ruelles se sont transformées en rivières de boue épaisse. Et aussi, surtout, parce que vous avez entendu, ce matin, en ouvrant le volet grinçant, que la voisine du coin, Dame Églantine, avait été convoquée hier. Pourquoi? Pour un fichu ruban rouge. Le rouge? Ah, le rouge. Cette couleur fascinante, belle, chaude et si profondément dangereuse au Moyen Âge. Vous vous souvenez d'avoir entendu une fois un marchand dire que le rouge attirait les chiens, les péchés et parfois même les prêtres. 3 choses qu'il vaut mieux éviter dans cet ordre. Vous vous habillez prudemment. Chemise, robe, mantelet. Pas de ruban, pas de rouge, même pas un chapelet décoratif. Et pourtant, vous vous sentez nerveuse. Parce que vous savez que le rouge, dans la mentalité médiévale, n'est pas qu'une couleur. C'est une déclaration. Historiquement, les vêtements rouges étaient perçus comme des marqueurs ambigus. D'un côté, le rouge était la couleur des rois, des cardinaux, des magistrats, symbole de pouvoir, de grandeur. Mais de l'autre, c'était aussi la couleur des femmes dites disponibles, des prostituées, des sorcières supposées, des femmes qui refusaient de se fondre dans le beige moral. Les historiens se disputent encore pour savoir si les lois contre le port du rouge visaient réellement les travailleuses du sexe, ou si cette réputation sulfureuse est une reconstruction plus tardive. Mais ce qu'on sait, c'est qu'en bien des endroits, des ordonnances municipales interdisaient explicitement aux femmes de porter des vêtements rouges, à moins d'avoir un statut noble clairement établi. Et vous, clairement, n'êtes pas noble. Vous êtes même plutôt dans cette zone floue et inconfortable du « ni trop, ni pas assez », ce qui vous rend visible. Une anecdote célèbre, dans les registres de Toulouse, raconte comment une jeune femme fut accusée de tentative de séduction publique pour avoir porté un lacet rouge sur son corsage. Un seul lacet. Le juge aurait écrit « L'intention était manifeste dans l'ajustement de la teinte. » Ça laisse songeur. Vous vous demandez ce qu'il aurait pensé d'un foulard orange. Alors vous marchez vite, sans lever les yeux, le regard planté sur vos chaussures, 2 sabots à demi rongés par l'humidité, mais parfaitement inoffensifs. Vous évitez les flaques.
vous évitez les groupes. Vous évitez surtout la rue du Pressoir, là où le regard des hommes est plus insistant, plus collant et souvent accompagné d'un rire qui n'a rien d'innocent. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas de chance. Une voix vous interpelle, sèche, derrière vous. Vous reconnaissez tout de suite le ton. C'est l'assesseur municipal, celui chargé de surveiller l'application des lois somptuaires dans votre quartier. Oui, il y en a un. Non, il ne fait pas ça pour la gloire. Il fait ça parce que la ville lui offre une pièce de pain et un logement en échange. Il vous demande de vous arrêter. Vous obéissez. Le cœur qui bat un peu trop vite. Il approche, tourne autour de vous comme un chat qui inspecte un coussin suspect. Il lève la main. Il touche du bout du doigt un minuscule bouton sur votre manteau. Un bouton bordeaux. Ce n'est même pas rouge. C'est fané, usé, presque brun. Mais il penche la tête. Il hume même le tissu, ce qui est franchement déplacé. Mais vous n'osez pas protester. Ce bouton, dit-il, pourrait passer pour un signe. Un signe de quoi? Vous n'en avez aucune idée. Mais dans sa bouche, le mot « signe » sonne comme un péché prêt à exploser. Vous savez, continue-t-il, que la ville a émis une restriction sur les teintes trop vives chez les femmes non mariées. Vous répondez, poliment. Vous n'êtes pas marié. Mais vous ne portez pas ce bouton pour séduire qui que ce soit. C'est juste un manteau. Un vieux. Il appartenait à votre mère. Et le bouton, eh bien, c'est celui qui restait. Il vous regarde encore. Puis, lentement, hoche la tête. Cette fois, dit-il, je passe. Mais on vous observe. Vous ne savez pas si vous devez le remercier ou le maudire. Une fois seul, vous laissez échapper un soupir. Un vrai. Bien sonore. Et vous reprenez votre chemin, un peu plus vite, en direction du marché. Sur la route, vous croisez une femme que vous connaissez vaguement. Elle tient un panier de pain. Ses joues sont rouges, mais pas ses vêtements. Elle vous lance un regard rapide. Il dure une seconde de trop. Puis elle détourne les yeux. Vous savez ce qu'elle pense. Que vous prenez des risques, que vous jouez avec les limites. Et peut-être qu'elle a raison, mais ce que personne ne dit, c'est que le rouge, parfois, c'est tout ce qu'il vous reste. Pas parce qu'il vous plaît, mais parce qu'il vous rappelle que vous êtes vivante, que vous avez le droit d'exister avec un peu d'éclat. Juste un peu. Ce soir, vous repensez à tout ça en posant votre manteau sur le dossier d'une chaise. Le bouton bordeaux vous semble presque comique maintenant. Tellement petit, tellement inoffensif. Et pourtant, il a failli vous valoir une amende, voire une convocation. Alors vous faites ce que toute femme raisonnable ferait dans votre situation. Vous prenez une aiguille et vous remplacez le bouton par un autre. Un en bois, terne, anodin, presque invisible. Et au moment de jeter le vieux bouton dans la cheminée, vous hésitez. Il est encore chaud du contact de vos doigts. Il vous regarde presque. Un petit œil rond de défi silencieux. Finalement, vous ne le jetez pas. Vous le glissez au fond d'un tiroir. Au cas où, un jour, vous auriez le droit d'être un peu rouge. Le matin suivant, l'air est plus sec, mais il y a cette tension dans la lumière, comme si même le soleil hésitait à briller franchement. Vous sortez plus tôt que d'habitude. Il faut aller chercher de la farine avant que les sacs soient trop chers. Une excuse banale. Une routine inoffensive. Mais ce matin-là, vous avez eu l'audace de porter un bonnet brodé. Rien de scandaleux. Juste un petit bonnet de lin, au bord délicatement festonné, avec 2 ou 3 points de fil bleu pâle. Fait main. Offert par votre cousine. Et pourtant, au coin de la place, alors que vous évitez les roues d'un chariot grinçant, vous entendez une voix nette, tranchante comme une lame de scie. « Halte là, mademoiselle. » Vous sentez immédiatement que ce n'est pas le ton d'un marchand, ni celui d'un voisin. C'est celui d'un capitaine de guet. Et pas n'importe lequel. Le genre qui prend son rôle très au sérieux. Trop même. Il vous désigne du doigt.
d'un geste lent et théâtral, comme s'il venait de repérer un criminel. Vous vous arrêtez, lentement. Vous sentez la boue coller à vos semelles et votre estomac se serre. Il avance, suivi de 2 hommes. L'un tient un registre, l'autre un bâton. Tout est exagéré. Tout est déjà trop. Il ne parle pas de votre robe, ni de vos chaussures. Non, il parle de votre bonnet. Ceci, dit-il, ne correspond pas au tissu autorisé pour les femmes de votre catégorie. Et cette broderie est d'un style vénitien, si je ne me trompe pas. Vous ouvrez la bouche, puis vous la refermez. Que dire? Que c'est un cadeau? Que vous n'en connaissiez pas l'origine? Que vous ne pensiez pas qu'un morceau de fil puisse déclencher un interrogatoire public? Mais il ne vous laisse pas parler. Il tourne autour de vous. Encore cette manie, puis fait signe à l'homme au registre. Notez, bonnet illégalement brodé, suspicion de tissu importé, absence de justification du port d'articles nobles. Le mot « noble » vous arrache un rictus. Vous, noble question marque, vous êtes littéralement en train de porter des bas reprisés avec de la ficelle. Mais ce n'est pas une question de logique. C'est une question de perception. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces arrestations pour raisons vestimentaires étaient plus symboliques que punitives. Était-ce pour faire un exemple? Pour rappeler l'ordre? Ou simplement pour distraire une population accablée de famine et de fièvre en pointant du doigt une fautive facile? Sans doute un peu tout à la fois. Vous vous retrouvez assise sur un banc en bois dans une sorte de petit bâtiment attenant à la halle au grain, utilisé comme point de contrôle improvisé, une pièce glaciale, sans feu. On vous offre un verre d'eau, puis on vous laisse attendre. Et là, vous la voyez entrer. Une autre femme, jeune aussi, un manteau trop bien taillé, des gants à motifs, elle aussi arrêtée. Elle vous lance un regard presque complice, puis baisse les yeux. Le silence est lourd. Vous êtes 2 fautives textiles, chacune dans votre coin, à vous demander si l'autre sera plus punie. Une anecdote conservée dans les archives de Metz mentionne un jour où 7 femmes furent arrêtées en une matinée pour usage illicite de franges et galons non autorisés. L'auteur du rapport, sans doute fier de sa rafle matinale, précisait « La 5e portait même des chaussons brodés d'argent, ce qui est un affront manifeste. » Un affront. À qui? À quoi? Mystère. Après 1 heure, un clerc entre. Il porte une robe marron et un petit carnet. Il s'installe et vous demande d'expliquer l'origine de votre bonnet. Vous racontez, honnêtement. Vous parlez de votre cousine, du lin acheté au marché, du fil resté dans un tiroir pendant des mois, et du cadeau fait sans intention provocatrice. Il vous écoute. Il note. Il hoche la tête. Puis il dit cette phrase toute simple. Ce n'est pas grave, mais ce n'est pas acceptable. Et vous êtes prié de signer un parchemin, un avertissement, une mention de votre nom, une promesse tacite de ne plus jamais porter ce bonnet, et surtout pas avec de la broderie. Avant de partir, vous êtes invité à laisser l'objet fautif. On vous tend une petite boîte. Vous le déposez dedans comme un objet sacré devenu interdit. Il disparaît sans cérémonie. De retour chez votre tante, celle-ci vous regarde en silence. Elle a déjà appris, parce que bien sûr, les nouvelles vont plus vite que les sabots. Elle ne dit rien. Elle vous tend un fichu gris. Tiens, mets ça demain. Ils veulent que tu ressembles à une pierre? Sois une pierre. Et vous, pendant un instant, vous hésitez. Vous pensez à ce bonnet. Léger, joli, presque rien. Mais c'est dans ce presque que tout se joue. Le lendemain, vous portez le fichu. Et vous croisez 3 autres femmes dans la rue qui portent exactement le même. Une sorte d'uniforme discret. Une solidarité silencieuse. Une mode imposée par la peur. Mais aussi, peut-être, un début de résistance molle. Vous vous jetez un regard, un petit sourire. Personne ne parle. Mais on sent que tout le monde comprend. Quelques jours plus tard,
vous vous retrouvez devant l'échoppe de maître Audebert, le tailleur du quartier des tanneurs. Un petit homme voûté, avec les doigts tachés d'aiguilles, les yeux comme deux billes de verre fatiguées et une mémoire qui fonctionne mieux pour les coutures que pour les visages. Vous êtes venu l'aider, pas par plaisir, mais parce que votre tante vous y a envoyé. Et aussi, avouons-le, parce que vous espérez comprendre enfin comment certaines femmes échappent au contrôle, tout en étant impeccablement habillées. La boutique est pleine de tissus suspendus, de lin brut, de laine bouillie, de serge, de quelques morceaux de soie cachés derrière un rideau pour clientes très spéciales. Les murs sont tapissés de patrons grossièrement dessinés, certains déchirés, d'autres couverts de notes manuscrites. Ça sent la colle d'os, la sueur et quelque chose d'un peu amer. Le renoncement peut-être. Maître Audebert vous accueille d'un signe de tête, puis vous indique une pile de rubans à trier. Mais vous, ce qui vous intrigue, c'est la porte du fond, celle qui mène à l'arrière-boutique, là où il reçoit ses clientes privées, là où, dit-on, il transforme des femmes ordinaires en dames presque nobles, sans jamais dépasser la limite du scandale textile. Et justement, aujourd'hui, une de ses clientes arrive. Elle s'appelle Béatrix. Elle est veuve d'un marchand d'épices et possède une voix basse, des doigts élégants et une façon de poser ses mains sur les tissus comme si elle caressait des secrets. Elle vous ignore complètement, bien sûr. Vous êtes l'apprentie, celle qui plie les rubans. Mais vous tendez l'oreille. « Je veux quelque chose d'ambigu, » dit-elle. Pas trop sobre, mais pas assez voyant pour qu'on me convoque. Maître Audebert hoche la tête, sort un rouleau de toile gris-perle. C'est du drap de Flandre. Assez terne au premier regard, mais à la lumière du matin, il renvoie un reflet discret. Personne ne pourra vous accuser de vanité, mais tout le monde remarquera que vous brillez. Vous restez interdite. Voilà donc le secret des couturières. L'ambiguïté maîtrisée. L'équilibre parfait entre conformité et subversion. Et ce n'est pas un hasard si ce sont souvent les femmes elles-mêmes, les clientes, les brodeuses, les lavandières, qui conçoivent ces vêtements à double lecture. Les historiens se disputent encore pour savoir dans quelle mesure les couturières médiévales agissaient en complicité consciente avec leurs clientes, ou si elles ne faisaient que répondre à la demande. Mais dans les témoignages fragmentaires qu'on a retrouvés, certaines phrases laissent penser qu'il y avait bel et bien une forme de sororité implicite. Une lettre conservée dans les archives de Milan rapporte qu'une couturière avait l'habitude de coudre une doublure luxueuse à l'intérieur des corsages, là où seuls les proches, ou les amants, pouvaient la voir. Un luxe caché, une transgression privée, une manière de dire « je sais ce que je vaux », même si vous refusez de me le reconnaître. Mais cette complicité n'était pas sans risque, car les couturières pouvaient aussi être accusées, complices d'orgueil, fabricantes de péchés. Une anecdote piquante nous vient de Bruges. Une certaine Isalie, couturière réputée, fut convoquée pour avoir incité plusieurs femmes à porter des jupes plus ajustées que la décence ne l'exige. Elle répondit simplement « Je ne force pas l'aiguille dans leur dos ». Aujourd'hui encore, vous voyez cette tension dans les gestes d'Audebert. Il coupe le tissu avec précision, mais toujours un œil sur la rue, toujours l'oreille tendue vers la porte. Car la mode, dans ce contexte, est une arme à double tranchant. Elle peut élever et elle peut abattre. Vous assistez à la confection d'un corsage, pas trop cintré, mais pas non plus flottant. Béatrix l'essaie derrière un rideau. Lorsqu'elle ressort, vous la trouvez splendide. Pas de manière criante, juste assumée. Et vous savez qu'elle vient d'enfreindre 10 règles tout en respectant la lettre de la loi. Elle vous lance un regard. Bref, mais curieux, comme si elle devinait ce que vous pensiez. Puis elle sort, l'air détaché, son châle bien en place, son regard droit devant. Maître Audebert s'approche de vous. « Tu vois, dit-il, le vrai vêtement interdit, ce n'est pas le tissu, c'est l'allure. Et il a raison.
Ce n'est pas la soie qui fait peur, c'est la femme qui n'a pas l'air honteuse de la porter. Vous passez l'après-midi à coudre des ourlets, et pendant ce temps, dans votre tête, vous élaborez vos propres plans. Vous pensez à cette robe verte, encore. Vous vous demandez si, avec un peu d'ajustement, un autre type de lassage, une doublure plus sobre, elle ne pourrait pas passer sous les radars. Mais attention, les couturières expérimentées le disent, la couture n'est pas un bouclier, c'est un camouflage. Et le camouflage ne protège que si vous ne souriez pas trop en le portant. Le soir venu, vous rentrez chez votre tante avec une petite pelote de fil bicolore dans votre poche. Pas volée, donnée, discrètement, par Audebert, bleu et brun, parfait pour broder une fleur invisible sur une manche. Une toute petite, rien qu'à vous. Le lendemain, vous vous levez tôt, le ciel encore indécis entre l'aube et la brume. Vous sortez sans bruit, la petite pelote de fil bien cachée dans la doublure de votre sac. Ce matin, vous ne partez pas pour le marché, ni pour l'atelier. Vous partez au tribunal, pas en tant qu'accusé. Pas encore. Juste pour assister, observer, comprendre. Votre tante vous l'a conseillé à mi-voix, entre deux bouchées de ragoût la veille. Si tu veux savoir jusqu'où ça va voir comment ça se finit. Le tribunal est logé dans un ancien entrepôt, recyclé pour les audiences publiques. Les murs en pierre suintent l'humidité. Un banc en bois grince dès que vous vous asseyez. Le plafond est si bas qu'un homme trop droit pourrait s'y cogner. Mais c'est ici que l'on décide si une femme a péché par textile interposé. Ce matin-là, le programme est chargé. Le greffier, une silhouette maigre au visage rongé de tics nerveux, lit les noms et les faits. L'accusée du moment s'appelle Clara, fileuse. Elle est accusée d'avoir porté un corsage trop cintré pour une femme de son statut. L'ambiance est étrange. Personne ne rit, mais personne n'est non plus outré. Il y a dans l'air une banalité presque étouffante, comme si ce genre d'affaire était aussi régulier que de régler un différend sur une chèvre fugueuse. Le juge est un homme gras au teint cireux, le type même de ceux qui s'endorment entre deux verdicts. Il écoute à peine les témoignages. Une voisine raconte avoir vu le corsage de Clara dans la lumière du matin et l'avoir trouvé offensant. Oui, offensant. Ce mot flou, si utile, si commode. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces accusations reposaient réellement sur des normes explicites ou si les tribunaux improvisaient selon l'humeur du moment. Il faut dire que les règlements vestimentaires changeaient sans cesse, variaient d'une rue à l'autre, d'un quartier à l'autre, et surtout d'une femme à l'autre. Un fait peu connu. Dans certaines villes comme Sienne ou Nuremberg, les tribunaux municipaux possédaient des catalogues d'échantillons de tissus interdits. Oui, de véritables livres de matières et couleurs à ne pas porter selon la condition. On feuilletait ces catalogues pour comparer en audience. Et si votre étoffe y figurait, disons que c'était rarement bon signe. Clara, pour sa part, se défend bien. Elle pleure un peu, pas trop, juste assez pour montrer qu'elle est sensible, mais pas manipulatrice. Elle jure que son corsage a rétréci au lavage. Une explication classique, presque un classique du barreau textile. Le juge soupire. Il penche la tête, puis prononce la peine. Confiscation du corsage et amende d'1/4 de livre. Pas ruineux, juste humiliant. Vous notez les regards dans la salle. Certains sont soulagés, comme s'ils s'attendaient à pire. D'autres ricanent discrètement. Une femme, au fond, serre sa propre tunique comme si elle avait soudain conscience de son lassage. Et puis, c'est au tour d'une autre. Une femme âgée, cette fois. Elle est accusée de porter une coiffe à nœud double, un style réservé aux dames du chapitre. Elle répond calmement qu'elle a été femme de chambre d'une châtelaine pendant 30 ans, qu'elle a simplement gardé le style qu'on lui avait imposé. Le greffier hoche la tête, un peu désolé. Mais la loi, dit-il, ne regarde pas les souvenirs, seulement les apparences. Vous vous rappelez alors cette anecdote d'Avignon.
Une lingère fut accusée d'avoir cousu un ourlet interdit dans une chemise de nuit. Une chemise. Elle expliqua que c'était pour son confort personnel. Ce à quoi le juge aurait rétorqué « Le confort n'est pas un droit pour les femmes non mariées. » Charmant. Le dernier cas de la matinée est plus tendu. Une jeune femme, nommée Issoria, accusée non seulement d'avoir porté une jupe plissée, ce qui n'est pas illégal en soi, mais de l'avoir portée en marchant trop droit. Oui, marcher trop droit. Apparemment, cela soulignait la taille. Accentuation provocatrice de la silhouette. La salle reste figée. Même le greffier semble un instant gêné. Issoria, elle, ne pleure pas. Elle sourit. Un sourire à peine perceptible, mais suffisant pour que le juge fronce les sourcils. « Vous pensez que ceci est un jeu ?» demande-t-il. Elle ne répond pas. Et ce silence, là, vaut toutes les broderies du monde. Le verdict tombe, une amende plus élevée, 2 jours d'exclusion du marché, et une obligation de faire réparer sa jupe selon les critères du manuel municipal. Elle s'en va sans baisser les yeux. Vous sortez peu après. L'air du dehors vous paraît plus frais, plus vif, comme si le tribunal avait laissé un goût de renfermé dans vos poumons. Et vous comprenez que ces audiences, ces jugements, ces parchemins froissés, ne sont pas là pour rendre justice. Ils sont là pour rappeler à chacune sa place, pour imposer la peur, pour transformer la coquetterie en crime et l'élégance en délit. Le soir, chez vous, vous cousez en silence. Pas une broderie voyante. Non, juste un petit point bleu sur l'ourlet intérieur de votre manche. Un fil presque invisible. Un clin d'œil. Un rappel que vous n'êtes pas complètement soumise. Pas encore. Le lendemain est jour de marché. Les rues se gonflent lentement de foule, de fumée, de voix qui s'élèvent sans se comprendre. Vous avancez lentement, prudente. Votre robe est simple, votre coiffe discrète, vos manches bien cousues, et pourtant, chaque pas vous semble un risque, car aujourd'hui, vous êtes aux aguets, pas pour éviter un contrôle, non, pour observer ce que l'on inflige à celles qui ne se sont pas pliées assez vite ou pas assez bas. Il y a une estrade sur la place. On l'appelle la planche du repentir. Rien de glorieux. 4 planches mal jointes, un tabouret bancal, et au-dessus, suspendu à un crochet, un panneau de bois peint. Femme vaine, punie pour orgueil. Et puis vous la voyez. Une femme, jeune, les joues rouges, pas de honte, non, mais de froid. Elle est habillée d'un vêtement ridicule. Une robe en toile grossière, mal cousue, trop grande, attachée par une corde. Sur sa tête, une coiffe en forme d'âne. Oui, littéralement, avec des oreilles. Un déguisement grotesque, enfantin, cruel. Elle est là pour une punition d'apparat, publique, mais non violente. Une farce légale. On l'oblige à rester là pendant 2 heures, à se faire regarder, juger, ridiculiser. Les enfants rient, les vieux hochent la tête. Certains murmurent qu'elle l'a bien cherché, qu'on ne porte pas une ceinture de cuir rouge lorsqu'on est veuve d'un tanneur. D'autres se taisent, baissent les yeux. Ce n'est pas de la solidarité, c'est la peur du ricochet. Les historiens appellent ces sanctions les punitions de visibilité. Elles sont documentées dans plusieurs villes, Florence, Rouen, Gand, et consistent à placer la femme fautive au centre d'un dispositif qui retourne son crime supposé contre elle. Elle a été trop voyante? Alors qu'on la voit, trop provocante, qu'elle provoque le rire. Une anecdote bien connue parle d'une femme à Sienne qu'on força à porter une robe couverte de grelots pendant toute une journée de marché, pour avoir brillé par trop d'audace vestimentaire. À chaque pas, elle carillonnait. Son seul crime? Une doublure satinée. Et ici, sur votre place, la jeune femme encaisse les moqueries sans broncher. À un moment, elle vous regarde. Pas longtemps, juste un clin d'œil d'un quart de seconde. Mais vous le ressentez jusqu'aux os. Vous vous souvenez d'un autre cas, raconté par une voisine, un soir. Une femme avait été obligée de tourner en rond pendant 1 heure
avec un écriteau autour du cou. J'ai voulu paraître noble alors que je ne suis qu'épouse de boulanger. Ce n'était pas tant la sanction que le message qui faisait mal. Vous détournez les yeux. Vous ne pouvez pas la fixer plus longtemps. Vous entendez un homme ricaner derrière vous. Il dit que la coiffe lui va bien. Une autre voix ajoute « Elle se prenait pour une dame, la voilà bien déguisée maintenant. » Vous ne dites rien, mais en vous, quelque chose grince. Une couture morale qui commence à se tendre. Ce genre de peine ne laisse pas de cicatrices visibles. Mais elle s'infiltre. Elle entre dans les maisons. Elle fait que les femmes, le soir, coupent leurs rubans en deux. Éteignent leurs bougies plus tôt. Chuchotent au lieu de parler. Votre tante vous avait raconté une histoire, une fois. Une voisine à elle, accusée d'avoir cousu un galon d'or sur la robe de sa fille pour un mariage. On ne l'a pas punie. On a puni la fille. Plus aucun voisin n'a voulu l'épouser. C'était suffisant. La punition, dans ces cas-là, n'est pas toujours immédiate. Elle peut être différée, sociale, douce, mais persistante. Et vous savez que parfois, ces peines publiques fonctionnent comme des spectacles. Pas pour punir réellement, mais pour avertir. Comme une pancarte vivante, un théâtre moral. On met une femme sur scène et toutes les autres la regardent et se disent « ce ne sera pas moi ». Mais parfois, ça fait l'effet inverse. Parfois, une femme dans la foule rentre chez elle et pense « et si je portais ce col, demain ?» Et s'il ne se passait rien. Vous, ce jour-là, vous regardez la femme à la coiffe d'âne descendre de l'estrade. Elle relève la tête, elle arrange ses cheveux, et elle part, droite. Et là, à cet instant précis, vous sentez quelque chose d'étrange. Vous n'avez plus peur. Pas complètement, pas encore du courage, mais moins de crainte, une envie de ne pas disparaître. Ce soir-là, vous cousez. Rien de spectaculaire. Une doublure à peine brillante. Un ourlet dans une teinte douce, mais inhabituelle. Et sur le bord intérieur de votre manche, vous brodez un tout petit mot. Un mot qui ne se verra jamais, que vous seul pourrez lire. Une promesse. Encore debout. Le dimanche suivant, vous entrez dans l'église. Le sol est froid sous vos semelles, la pierre encore imprégnée de l'humidité de la nuit. Les bancs en bois grincent doucement, comme s'ils protestaient contre le poids des secrets que les fidèles leur confient semaine après semaine. Et vous sentez chaque fibre de votre vêtement. Pas à cause du tissu, non, il est simple, humble, mais à cause du col. Votre col de chemise est un peu plus ouvert que d'habitude. Rien de choquant, pas de peau nue. Juste un V discret qui laisse deviner la naissance d'une clavicule si l'on y prête attention. Et vous savez que quelqu'un y prêtera attention. L'église est remplie de murmures feutrés, de parfums d'encens, de haleines mêlées à l'ail et aux espoirs mal formulés. Vous vous asseyez discrètement sur un banc du fond, mais déjà, vous captez des regards, des rapides, des obliques, des accrochages d'yeux sur quelques centimètres de lin. Puis il entre, le prieur, un homme sec comme dessiné au fusain, avec une voix trop grave pour sa taille. Il monte en chair sans même vous regarder, mais sa homélie, elle, vous regarde très bien. Mes chères sœurs, en humilité, commence-t-il, le cœur humble ne s'affiche pas dans les coutures, ni dans les boutons, ni dans les replis de chemise. Il se montre par le silence, par la réserve, par la modestie. Et vous savez que ce n'est pas un hasard, pas un thème de dimanche choisi au hasard. C'est un rappel déguisé, une gifle liturgique, une surveillance en latin. Les historiens se disputent encore sur l'influence exacte de l'Église médiévale dans les lois somptuaires. Était-elle instigatrice, simple complice ou manipulatrice subtile? Une chose est sûre, les sermons, les confessions et les interdits non écrits ont souvent été plus puissants que les ordonnances officielles. Et pour les femmes, le col de chemise est devenu un champ de bataille. Trop haut, vous êtes frigide. Trop bas,
Vous êtes pécheresse. Juste ce qu'il faut. Vous jouez avec le feu. Une anecdote célèbre vient d'Avila. Une femme aurait été forcée par son confesseur à porter un col rigide jusqu'au menton après avoir été vue 2 fois d'affilée avec un col ajouré. Elle déclara, plus tard, qu'elle avait plus de mal à respirer dans ce vêtement que pendant ses grossesses. Ce matin-là, le sermon continue, lentement comme du miel gluant. Le prieur parle de Marie, modèle de pudeur. Il parle de Jézabel, incarnation du vice. Il évoque les femmes du marché, celles qui vendent plus que leurs légumes. Et à chaque mot, vous vous enfoncez un peu plus dans votre robe, tentez de tirer sur ce col pourtant si timide. Mais vous ne bougez pas. Vous pensez à cette broderie minuscule à l'intérieur de votre manche, à votre bouton caché, à cette femme sur la planche du repentir et à Béatrix dans sa robe subtilement lumineuse. L'église se vide. Le prieur descend de sa chaire. Il s'approche de vous, lentement, comme un chat bien nourri. Il ne dit rien. Il vous regarde. Son regard tombe sur votre col. Il fronce les sourcils, imperceptiblement. « Que Dieu guide vos choix vestimentaires », dit-il simplement. Et il s'éloigne. Vous ne savez pas si c'est une menace, une bénédiction ou une déclaration de guerre. Vous sortez dans la lumière grise. L'air est frais, presque piquant, et vous sentez un soulagement étrange de vous retrouver dehors, loin des murs épais, loin des yeux juges, loin du Dieu des coutures. Mais ce n'est pas fini, car dans les jours qui suivent, vous apprenez que certaines femmes ont reçu la visite du vicaire. Pas chez elles, non, sur leur lieu de travail, au puits, à la tannerie. De petites remarques, des insinuations, des rappels à la décence, et toujours cette obsession pour le col. Et alors vous comprenez, le col est devenu un symbole, pas seulement de pudeur, mais de contrôle, une zone de peau encadrée par des jugements, une invitation à l'opinion. Les brodeuses, les couturières, les femmes comme vous, le savent. Elles parlent entre elles doucement. Elles partagent des techniques. Coudre un col mobile, rabattable, ajustable selon la compagnie. Broder à l'intérieur, jamais à l'extérieur. Et surtout, sourire doucement, toujours. Une vieille femme qui vend des œufs vous dit un jour « Le col, ma fille, c'est comme une fenêtre. Trop ouverte, on regarde. Trop fermée, on devine. Et vous, désormais, vous choisissez vos cols avec stratégie, avec humour parfois, et avec cette pensée secrète que même les plus stricts de vos vêtements vous appartiennent, qu'ils ne sont plus que des costumes dans un théâtre où vous connaissez tous les rôles. Ce soir-là, vous rentrez chez vous et vous reprenez une chemise ancienne. Vous y ajoutez un petit pli, pas un décolleté, juste une ligne, un souffle d'ombre, de quoi faire parler un sermon. Et en cousant, vous fredonnez. Rien de pieux, quelque chose de vivant. Vous passez les jours suivants à superposer les couches, non par peur du froid, quoique le vent d'automne commence à mordre les doigts, mais pour naviguer prudemment dans le maquis des attentes sociales, religieuses et textiles. Chaque vêtement devient une armure, chaque doublure, un calcul. Aujourd'hui, vous portez une chemise, une robe, une tunique, un mantelet et une écharpe légère. Vous ressemblez vaguement à un oignon anxieux, mais un oignon prudent, et vous n'êtes pas la seule. Dans la ruelle menant au puits, vous croisez une jeune femme enveloppée dans une cape qui semble faite pour 3. Elle vous lance un regard entendu. C'est le même que celui échangé au marché, à l'église, devant l'estrade des humiliations. Un regard de résistante passive. Parce que, voyez-vous, au fil des mois, les femmes du quartier ont inventé une stratégie de survie silencieuse, l'accumulation textile. Trop de couleurs interdites? Ajoutez une couche dessus. Un col douteux? Cachez-le avec un fichu noué de façon ambiguë, une broderie, qu'elle reste entre 2 doublures. Et ce jeu, ce ballet vestimentaire, devient un art. Les historiens peinent à saisir toute la subtilité de ces pratiques.
Certains y voient des signes de soumission pure. D'autres, au contraire, les interprètent comme des tactiques de détournement. Vous savez que la vérité est entre les deux. Vous obéissez juste assez pour qu'on vous oublie et vous trichez juste assez pour ne pas vous oublier vous-même. Une anecdote venue de Cologne raconte qu'une marchande avait réussi à porter pendant des mois un corsage bordé d'un tissu prohibé, simplement parce qu'elle l'avait cousu en verre. La beauté du tissu était cachée contre sa peau. À l'extérieur, une toile grise, invisible pour tous, sauf elle. Une victoire intime, silencieuse, mais bien réelle. Et vous commencez à faire pareil. Votre robe préférée, trop voyante, qu'à cela ne tienne. Vous la portez sous une autre. Elle devient une couche de consolation, un rappel tactile de ce que vous êtes, malgré les interdits. Et puis, il y a les capes, à double usage. Vous en avez cousu une récemment avec l'aide d'Audebert. Un côté terne pour la journée. L'autre, en laine douce aux reflets moirés, vous la retournez selon les circonstances. Littéralement, vous portez deux identités cousues ensemble. Un matin, vous surprenez deux femmes dans l'atelier de couture. Elles parlent bas, mais vous entendez tout. Elles discutent d'une nouvelle manière de nouer les manches qui permettrait de masquer un tissu interdit. Jusqu'au moment où l'on est à l'abri, en privé, entre amis ou dans une arrière-salle. Ce genre de code se répand, comme un murmure qui s'habille, et les surveillants ne voient rien, ou du moins font semblant, car il arrive aussi qu'ils ferment les yeux, par lassitude, par habitude, ou parfois par complicité silencieuse, car eux aussi ont des femmes, des sœurs, des mères, et ils savent. Mais parfois, la vigilance revient. Un jour, un homme de loi vous interpelle dans la rue. Il fixe votre écharpe avec insistance. Il vous demande pourquoi vous portez une étoffe doublée. Vous répondez, doucement, « Pour le froid ». Il plisse les yeux. Ce n'est pas très froid aujourd'hui. Mais il ne dit rien de plus. Il part. Peut-être a-t-il vu le fil cassé sur le bord. Peut-être s'est-il souvenu de sa propre épouse, celle qui ne sort plus depuis qu'on lui a confisqué sa robe de noces. La mémoire du tissu est tenace, et chaque pièce que vous superposez porte une histoire, une peur, un défi, un silence. Il existe même des rumeurs selon lesquelles certaines femmes cousent des messages secrets entre deux doublures, des mots brodés comme des prières ou comme des cris. On ne sait pas si c'est vrai, mais rien que l'idée suffit à faire frissonner. Une de vos voisines vous murmure un soir qu'elle a cousu, sous sa robe la plus laide, un jupon fait d'un tissu offert par sa mère. Interdit, bien sûr, mais jamais visible. Elle le porte comme un talisman, une façon de marcher avec la voix de sa mère dans les plis. Et vous, désormais, faites pareil. Chaque vêtement que vous enfilez n'est plus un simple rempart. C'est un palimpseste de résistance. Vous apprenez à dissimuler, à composer, à écrire votre dignité dans des coutures invisibles. Et ce n'est pas rien, car dans un monde où la pudeur est une prison, vous avez trouvé comment faire de vos couches une forme d'évasion, une évasion lente, en silence, couture par couture. Ce soir, vous retirez votre robe, puis la suivante, et encore une. Et là, sur votre peau, il ne reste que la chemise blanche, douce, froissée. Et juste sur la poitrine, à l'intérieur du tissu, vous avez brodé, il y a 2 semaines déjà, un petit soleil bleu. Personne ne le verra jamais, mais vous savez qu'il est là, et vous vous endormez le cœur plus léger. Ce soir-là, vous ne portez presque rien. Une chemise de nuit, un fichu fin noué autour du cou et une paire de chaussettes en laine reprisées pour contrer le froid qui s'infiltre entre les pierres de la maison. Vous avez laissé de côté les couches, les stratégies, les doubles doublures. Ce soir, vous osez sortir en chemise. Juste une. Vous n'allez pas loin. Juste jusqu'au puits pour y remplir une cruche. La lune est haute, les rues silencieuses, et le sol luit sous la rosée. C'est une promenade sans prétention, mais aussi
Une transgression modeste dans ce monde où même le tissu de nuit doit rendre des comptes. Le vent vous pince légèrement les joues. Vos manches, trop amples, flottent au rythme de vos pas. Vous avez conscience de chaque mètre de lin entre vous et la légalité. Car oui, dans bien des villes, sortir en tenue de nuit, même brièvement, était interdit. Pas tant pour une question de moralité, mais parce que cela rendait floue la frontière entre l'intime et le public. Un flou que les autorités détestaient. Les historiens se disputent encore sur le sens précis de ces interdits. Était-ce la peur du désir, du désordre, ou simplement du relâchement? Car un corps en chemise, c'est un corps qui n'obéit pas au code du jour, qui n'est pas corseté par les attentes, qui respire à sa guise. Vous vous souvenez d'une anecdote étrange racontée par votre tante? Une femme de Chartres fut arrêtée un matin très tôt pour avoir sorti les cendres de son foyer sans s'être changée. Elle portait sa chemise de nuit sous une cape, ce qui fut noté dans le registre comme négligence morale manifeste. On lui infligea une amende et une recommandation de se lever plus tôt. Charmant. Vous, ce soir, vous êtes prudente. Votre cape vous couvre, mais s'ouvre parfois dans le vent. Juste assez pour qu'on devine que vous n'êtes pas en tenue de jour. Et cette vulnérabilité douce vous grise un peu. Vous arrivez au puits. Il est désert. Pas même un chat. Vous attachez la corde, laissez descendre le seau, l'écoutez heurter doucement l'eau. Un bruit creux, rassurant. Et c'est là que vous entendez un raclement de gorge. Lent, calculé. Vous vous retournez lentement, la corde encore dans la main. C'est un homme, enveloppé dans une cape. Un voisin? Un garde? Vous ne le distinguez pas bien. « Mademoiselle, » dit-il avec un sourire trop poli, « vous semblez bien légère pour une sortie nocturne. » Vous ne répondez pas. Vous haussez à peine les épaules. Vous savez que ce genre de promenade peut être mal interprété. Il laisse sa phrase en suspens. Pas une menace. Pas encore, mais une invitation au malaise. Je puise de l'eau, dites-vous simplement. Il hoche la tête, lentement, puis s'éloigne. Il ne vous a pas dénoncé, il n'en a pas besoin. Il a semé le doute. Vous terminez votre tâche, plus vite cette fois. Et sur le chemin du retour, vous sentez le froid différemment. Il ne vous pique pas. Il vous observe. Chez vous, vous fermez la porte à double tour. Vous posez la cruche. Et vous restez un instant là, debout, à fixer votre reflet tremblant dans le petit miroir de cuivre poli. Et vous vous dites que peut-être le pire danger, ce n'est pas d'être vu, c'est d'être interprété. Votre chemise de nuit, ce soir, n'était qu'un vêtement, une pièce de tissu. Et pourtant, dans un monde de soupçons, elle est devenue une déclaration involontaire. Vous enfilez une robe de laine, juste pour le confort. Vous remettez vos chaussettes et vous soufflez lentement. Vous n'avez pas été arrêté, pas cette fois, mais vous savez que le simple fait d'exister, d'être là, vêtu autrement, dans un lieu inhabituel, suffit parfois à frôler le délit. Et alors vous riez, doucement, pas un rire moqueur, un rire de fatigue, un rire de femme en chemise qui comprend enfin que la liberté ne se crie pas, elle se coude, elle se marche, elle se chuchote. Et maintenant, le feu s'éteint doucement. La nuit est bien posée sur les toits et votre robe repose au pied du lit. Vous sentez encore le lin sur votre peau, les échos feutrés de ces jours où chaque bouton, chaque pli, chaque couleur portait un risque. Tout ce tissu, toute cette prudence, cousue non pas pour embellir, mais pour ne pas être puni. Mais vous êtes toujours là, et peut-être c'est cela qui compte. Que malgré les sermons, les juges et les capes retournées, vous avez continué à marcher, à respirer, à choisir, même dans les petits gestes, même dans les doublures cachées. Ce soir, votre chemise est douce, pas parfaite, mais à vous. Et dans le silence, vous entendez votre propre respiration, libre, simple,
Vous n'êtes ni une dame de cour, ni une fautive de marché. Vous êtes une femme qui a cousu son chemin au milieu des lois et des murmures. Une femme en paix, pour une nuit au moins. Alors reposez-vous. Laissez tomber les collets raides, les plis stratégiques, les regards en coin. Dormez, c'est enfin permis.